Bonjour à tous. Donc on m'a demandé de vous faire une présentation plutôt pratique sur les ajouts d'oxygène, mais aussi la gestion de tous les gaz dissous en œnologie, et notamment pour le conditionnement. Ça marche comme ça. Donc globalement, on va parler de dissolution de gaz, des quantités d'oxygène notamment qu'on apporte à différents moments de la vinification, en faisant un focus sur la micro-oxygénation, où on va évoquer les paramètres tels que la solubilité, le coefficient de transfert volumique et la solubilité. On parlera plus précisément des paramètres qui influencent la dissolution d'oxygène dans les vins. Et on parlera un tout petit peu des appareils de mesure de gaz dissous et des méthodes à mettre en œuvre pour réaliser un inertage le plus efficace possible. D'accord. Les effets de l'oxygène sur le vin sont bien connus, je les rappelle néanmoins. Il y a des effets qui sont considérés comme positifs. L'oxygène est indispensable à la multiplication et à la croissance des levures, notamment. Il entre dans de nombreuses réactions chimiques pour la stabilisation de la couleur, l'assouplissement de tanins et d'autres. Je devais aller un peu vite, je crois qu'on est un peu en retard. Il y a également des effets négatifs, notamment qui vont faire apparaître des défauts au niveau des analyses, enfin au niveau de la dégustation, avec le développement de défauts. D'accord. Les étapes successives à l'origine de l'oxydation des vins peuvent être séparées en deux parties. Une étape de transfert d'oxygène de la phase gazeuse au travers de l'interface liquide-gaz et une étape de consommation pour les molécules au sein de différentes réactions. Cette deuxième étape est relativement bien étudiée et bien documentée, alors que la première étape, finalement, qui caractérise l'aptitude du produit à capter l'oxygène ou à relarguer l'oxygène est finalement peu étudiée en vinification et en élevage, au contraire, notamment par exemple du traitement de l'eau, où c'est une étape qui est vraiment primordiale et qui est très bien documentée. Donc c'est sur la base de ces essais que nous travaillons depuis maintenant une vingtaine d'années, on va dire. Donc on peut dire qu'à partir de toutes ces généralités sur l'oxygène et les paramètres qui influent sur sa dissolution, on va essayer de mieux comprendre les mécanismes liés aux apports d'oxygène. D'accord, ça va pas n'importe comment. Les apports d'oxygène peuvent être, on va dire, différenciés en trois catégories, ce qu'on appelle la macro-oxygénation, notamment lors de remontage par exemple, où on apporte des quantités relativement importantes d'oxygène. Tout ce qui est micro-oxygénation qui va impliquer la génération de petites bulles pour maximiser l'interface entre l'oxygène et l'air. Et tout ce qui est en rapport avec l'oxygénation contrôlée, notamment lors de l'élevage des vins en barrique, par exemple. D'un autre côté, l'ajustement des concentrations en gaz dissous peut nous amener à évoquer des effets comme la désoxygénation. Voilà, cette diapositive remet en lumière globalement les différents apports d'oxygène au cours de la vinification. Notamment, on voit que le principal apport est bien sûr au moment de la fermentation alcoolique, où on parle de 10 à 20 mg par litre. Enfin, maintenant, on parle plus de 5 à 20 mg par litre, donc en fonction des études. Ces apports se font au moyen de différentes méthodes, que ce soit des remontages, des micro-oxygénations, des cliquages pour améliorer les cinétiques de fermentation, éviter les fermentations languissantes et diminuer les risques d'arrêt de fermentation. Lors de l'élevage, les entrées d'oxygène sont sur une période, on va dire, un peu plus longue et sont évoquées entre 16 et 40 mg par litre, notamment lorsqu'on parle de transfert d'oxygène au travers des douelles de barrique et aussi de micro-oxygénation. Lors du vieillissement en bouteille, du coup, je ne vais pas en parler parce que c'est Alexandre Ponce qui évoquera plus, à mon avis, ces éléments avec vous. Cette diapo résume finalement les différents apports qui ont lieu lors des différentes pratiques œnologiques.
On voit notamment qu'il peut y avoir une très grande marge entre une mise en bouteille qui est plutôt réussie, avec des apports d'oxygène qui sont relativement faibles, et une mise en bouteille qui est un petit peu moins réussie, avec des apports d'oxygène qui peuvent aller jusqu'à 3 et même 5 ou 6 mg par litre, si vraiment donc il y a des problèmes au niveau de l'inertage. Cette diapo résume finalement les gaz qui vont pouvoir être utilisés en œnologie pour l'oxygénation, au contraire pour l'inertage. Donc il s'agit finalement des principaux gaz qui sont contenus dans l'air, dont l'azote, l'oxygène, l'argon, dioxyde de carbone. Les gaz d'inertage sont dont l'azote et le CO2 et aussi dans l'argon. On en parlera un peu plus tard si on a le temps. Et les gaz générés, bien sûr, le CO2 produit lors des fermentations. Donc, du coup, je m'étais dit que c'était pas mal de faire un petit focus sur la micro-oxygénation qui est parfois difficile à maîtriser à cause d'un manque peut-être d'informations sur les pratiques à mettre en œuvre pour une bonne maîtrise. Du coup, lorsqu'on parle de micro-oxygénation, on parle d'introduction d'une quantité d'oxygène précise et définie. Donc on parle d'un apport précis. On sait ce qu'on apporte, mais on a du mal à bien évaluer ce qui va effectivement se transférer à l'intérieur du vin. Donc on va voir après pourquoi. Donc on l'apporte sous forme de fines bulles qui sont produites par un poreux ou en céramique ou en métal de petite dimension qui est placé donc, au centre d'une cuve. On peut voir sur le schéma des exemples de poreux. Voilà. On en a d'un peu toutes les formes, un peu toutes les dimensions. Voilà, comme je vous disais, la problématique, c'est qu'on sait ce qu'on amène, mais on ne sait pas ce qui est réellement transféré. Voilà. Dans ce type d'études, nous, on travaillait dessus. En gros, il y a une thèse qui a été soutenue en 2010, qui parlait beaucoup de la micro-oxygénation. Depuis, on travaille un peu plus sur les phénomènes qui mettent en œuvre une dissolution directe au travers de membranes. Mais j'ai cru comprendre que les contacteurs membranaires ne sont pas encore autorisés, donc du coup, je ne vais pas vous en parler aujourd'hui. Voilà, donc le gros avantage des contacteurs membranaires, c'est qu'il ne met pas en œuvre des formations de bulles. Donc ce qu'on ajoute est réellement transféré au vin. Voilà. Donc c'est la fin de l'aparté. Donc pour évoquer la quantité transférée au vin au travers de bulles lors de microbullage, on va parler de notions de solubilité, de capacité de transfert et de dissolution. Oui, hop. Donc on va directement à la fin. Dont la solubilité d'un gaz est fonction de plusieurs paramètres, j'en ai cité plusieurs ici, notamment du gaz qui est au contact avec le liquide. Si on travaille avec de l'oxygène pur ou avec de l'air, on n'aura pas le même transfert à l'intérieur du vin. En fonction de la pression du gaz qui est appliquée, on n'aura pas le même transfert non plus. Ça dépend également de la phase liquide, on y reviendra un peu plus précisément après. C'est fonction de nombreux paramètres, mais on se rend compte que le type de liquide est vraiment très important. Donc c'est pour ça qu'on va voir après que faire de la micro-oxygénation sur du mou, c'est pas forcément très idéal, on va dire. Donc la température est également très importante. La solubilité des gaz augmente lorsque la température du liquide diminue, au contraire des solides qui sont dissous, et dont la solubilité augmente lorsque la température augmente. Donc c'est un élément à prendre en compte lorsqu'on réalise une opération sur le vin à une température basse et qu'on ne veut pas forcément y apporter de l'oxygène. Ça dépend également des conditions opératoires et de la technologie de contact, effectivement. Cette diapo, on ne va pas y rester longtemps, c'est juste pour vous dire qu'il y a des bases physiques qui régissent finalement le transfert d'oxygène qui a lieu lors de la micro-oxygénation. Donc on applique la loi générale du transfert de matière qui relie finalement le flux d'oxygène qui passe à différents paramètres, notamment un paramètre très important, c'est le coefficient de transfert de matière, et dans l'air, qui représente l'interface finalement entre les bulles et le vin.
Donc cette diapo-là, on va aussi passer assez rapidement. On se rend compte qu'il est difficile de séparer les deux éléments. Donc on parle de coefficient volumique de transfert global qu'on peut mesurer de manière donc expérimentale. Voilà. Et on se rend compte que lorsque le KLA augmente, le transfert d'oxygène, forcément, il augmente aussi. Cette diapo nous informe que le coefficient de transfert est peu affecté par le système, alors que l'air, qui représente dans l'interface entre le liquide et le gaz, dépend fortement du débit de gaz, du type de cuve, du type de diffuseur, de la nature du liquide, de la composition du liquide. C'est vrai qu'on va un peu en parler là assez rapidement. Donc la présence d'éthanol favorise fortement le transfert d'oxygène via la diminution de la dimension des bulles finalement, liée à des forces de cohésion entre les molécules d'eau qui est modifiée lorsqu'il y a une présence d'éthanol. Donc on se rend bien compte que le transfert d'oxygène est plus facile en micro-oxygénation sur du vin que sur du mou. Voilà, donc encore une fois, cette figure-là représente le coefficient de transfert volumique en fonction du débit de gaz pour deux liquides différents. On se rend bien compte que c'est beaucoup plus facile de transférer du gaz sur une solution hydroalcoolique que sur de l'eau. Le deuxième paramètre étudié est la présence de CO2 dissous. Lorsque la concentration en oxygène dissous est plus élevée, il est plus difficile de transférer de l'oxygène au vin. Voilà, de nombreuses études ont été effectuées là-dessus. Une des explications principales est en fait qu'il y a une rétrodiffusion, on va dire, du CO2 qui était initialement dissous, qui se redissout à l'intérieur des bulles de gaz, qui sont de ce fait plus grosses et qui montent plus vite. Du coup, donc il y a un transfert qui est moins important. Un autre paramètre important, c'est la dimension des cubes. La dimension des cuves, notamment dans la hauteur de la cuve qui détermine de fait la durée de contact entre la bulle et le vin. Voilà, donc on a un petit schéma là qui montre que pour deux cuves de même volume, si la dimension de l'une, si le diamètre de l'une est deux fois plus gros que l'autre, on va avoir vraiment une très très grosse différence dans la capacité de l'oxygène à se dissoudre. Voilà, donc on se rend bien compte que la capacité de transfert et donc de dissolution de l'oxygène est fonction de beaucoup de paramètres, notamment le débit, la hauteur de cuve et le moment où la micro-oxygénation est effectuée. Ça marche plus, si ça marche. Voilà, juste cette diapo, mais on ne va pas y rester longtemps. Juste, beaucoup d'études sont menées pour déterminer les concentrations en oxygène qui sont apportées au vin au travers d'essais de micro-oxygénation, et ce, à plusieurs phases de la vinification. Du coup, j'ai repris des éléments de prix pour qui sont relativement pratiques pour aider à se faire une petite idée de ce que peut coûter une oxygénation, que ce soit en micro-oxygénation ou avec un compresseur à air. Donc c'est relativement difficile à estimer, mais on peut voir qu'acheter une bouteille d'oxygène, un détendeur, c'est pas très cher. Un compresseur à comprimer, c'est pas très cher non plus, mais on commence à augmenter lorsqu'on veut travailler avec un micro-oxygénateur, qui va amener, lui, donc vous l'avez compris, donc des doses plus précises en oxygène. Juste deux diapos pour montrer les méthodes de mesure de l'oxygène dissous qui sont actuellement à l'œuvre. Donc depuis, on va dire, une vingtaine d'années maintenant, un peu moins peut-être, une douzaine d'années, disons, on travaille avec des mesures qui sont avec des sondes à luminescence, des mesures optiques. Elles ont de gros avantages, comme on va voir après. Juste deux petits diapos pour expliquer les phénomènes en jeu, une histoire d'excitation d'une membrane et de réémission de signal qui nous permet de déporter notamment, on va le voir là, de déporter les sondes directement à l'intérieur des bouteilles.
C'est un peu la même technologie que vous présentez ma prédécessrice, et du coup qui nous permet, c'est pas là, c'est là, c'est là, qui nous permet de travailler sur des suivis de process en continu, que ce soit la vérification de l'inertage lors des pressurages par exemple, ou une idée de l'oxygène qui est apporté au moment de la mise en bouteille et du suivi des bouteilles pour le transfert de l'oxygène au travers des bouchons. Est-ce qu'il y avait des trucs intéressants là? Je ne sais pas. En bas à droite, c'est un oxygénateur en ligne en fait, qui permet d'apporter des quantités précises d'oxygène sur un process en continu, on va dire. Et là, oui, des petites idées sur des prix pour les équipements pour mesurer l'oxygène. On commence à 1 500 €, avec des sondes qui vont maintenant, voilà, les prix ont baissé depuis plusieurs années, à 5 000 €. On commence à avoir du matériel qui commence à être bien. De quoi on parle après? Oui, la comparaison entre les deux technologies, voilà, dont on ne travaille plus trop en mesure électrochimique. Elles ont des avantages, enfin, qui ne sont pas trop listés ici, mais maintenant on travaille essentiellement en mesure optique, en fait, on va dire. Voilà, on va parler rapidement de l'inertage avec les méthodes de mesure du CO2 dissous. Vous connaissez tous, je pense, le carbodoseur qui coûte une centaine d'euros. Nos laboratoires, on est équipés en méthode, on va dire, un peu plus précise, dont les prix augmentent quand même assez rapidement. Voilà, l'inertage des contenants, en fait, il peut s'effectuer de différentes manières, que ce soit un balayage, lors de remplissage ou lors de soutirage, en faisant une espèce de matelas, finalement, au-dessus du liquide, un matelas avec un gaz neutre qui va éviter que l'oxygène soit au contact du vin et du coup que l'oxygène se diffuse à l'intérieur du vin. Voilà, on va passer rapidement. Lors des transferts, bien sûr, on va parler de pousser avec un gaz inerte pour encore une fois éviter le contact. Bien penser à l'inertage des circuits de transfert, parce que bon, voilà, une des problématiques principales, c'est la diminution des doses de dioxyde de soufre, et dont c'est bien dans le rapport très proche qu'il peut y avoir entre le dioxyde de soufre et l'oxygène, et du coup, les phénomènes en lien lors de l'inertage deviennent de plus en plus importants. Les différents gaz œnologiques qu'on utilise, donc l'azote qui a le gros avantage de ne pas se dissoudre ou très peu à l'intérieur du vin, mais qui a à peu près la même densité que le vin, donc c'est un peu difficile à apporter parce que finalement ce qu'on va apporter, il va y avoir tout un tas de phénomènes dynamiques à la surface du liquide qui font que l'azote il ne va pas forcément vouloir rester où on lui dit de rester. Le dioxyde de carbone a un gros avantage, c'est qu'il est lourd, mais il se dissout à l'intérieur du liquide. C'est un peu merdant. Donc l'argon, lui, a un peu les deux avantages de ses prédécesseurs, mais il a l'inconvénient qu'ils soient un peu plus chers. Ici, juste un petit synoptique pour présenter l'avantage d'inerter. Voilà. Si on n'inerte pas, finalement, à la surface du liquide, on a 21% en oxygène. Si on inerte bien, on a 1%. Si on inerte très bien, on peut arriver à 0,5%. C'est difficile de descendre en dessous. Merci de votre attention.